Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024 et vous écoutez votre podcast préféré, Le Café de l'e-commerce, LCDE, saison 6, épisode 212. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train d'envoyer des rendez-vous sur la plateforme Tech for Retail ou en train d'ajuster vos offres Black Friday. Notre promesse décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des nominations, des millions et des solutions. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News Simple et Funky. Et on commence avec les réseaux sociaux. Blue Sky annonce qu'1 million de personnes se sont inscrites sur la plateforme au cours des dernières 24 heures. Alors à l'origine, Blue Sky, ça a été lancé en 2019 par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Rappelez-vous, il est parti et il a dit puisque c'est comme ça, moi je vais créer ma propre application. Bon, j'extrapole parce que c'est pas vraiment comme ça. Bref, l'application avait enregistré environ 2,5 millions de nouvelles inscriptions au cours de la semaine dernière, ce qui porte le nombre d'utilisateurs sur la plateforme à plus de 16 millions. Il y a un petit boost qui a été notamment enregistré lié aux dernières élections américaines. Et dans le même temps, côté Instagram, Adam Mosseri, le boss, vient d'annoncer que les 2 premières semaines de novembre pour la plateforme ont enregistré plus de 15 millions d'inscriptions pour le seul mois de novembre. Je parle de Threads, bien sûr, qui appartient au groupe Meta. Fnac Darty lance un passeport digital pour suivre la vie des appareils électroménagers reconditionnés. Alors c'est en partenariat avec Ecosystem et la startup Ariani. Ils introduisent un passeport digital accessible via un QR code sur les appareils électroménagers reconditionnés, permettant de consulter leur historique de la fabrication à la réparation. Cette initiative vise à encourager la réparation plutôt que le remplacement et à assurer les consommateurs grâce à une transparence accrue. Déjà disponible sur 4000 appareils, ce système sera étendu à tous les produits reconditionnés d'ici 2025 avant d'intégrer les appareils neufs. Sale temps aussi pour le luxe. LVMH fermera son grand magasin vénitien en 2025. DFS, la filiale Travel Retail de LVMH, annonce la fermeture du grand magasin qui est situé à Venise en 2025. Depuis 5 ans, en effet, le grand magasin cumulait pas mal de pertes. Amazon contourne la loi pour offrir la livraison gratuite des livres en France. Face aux restrictions imposées par la loi sur les frais de port des livres neufs, Amazon propose désormais la livraison gratuite via un réseau de plus de 2500 points relais, souvent situés dans les commerces vendant des livres. Cette stratégie permet à l'entreprise de contourner l'obligation, une initiative qui pourrait bouleverser le marché à l'approche des fêtes de fin d'année. Je sais pas si tu as reçu l'email, j'ai reçu il y a quelques jours où Amazon a communiqué à tous ses clients. J'ai reçu, mais j'achète plus de livres sur Amazon. J'essaie de les trouver en librairie, mais parfois c'est un peu compliqué. La Halle, ça va un peu mieux. La Halle redéveloppe son parc de magasins et s'ouvre à l'affiliation. Après avoir renoué avec la rentabilité, enfin, la Halle reprend le développement de son réseau. L'enseigne appartenant au groupe Beaumanoir vient d'ouvrir 2 magasins, dont un en affiliation. CapCut lance Commerce Pro, un outil vidéo innovant pour les e-commerçants. CapCut Pro simplifie la création de vidéos et d'images professionnelles pour les e-commerçants grâce à des fonctionnalités telles que la génération automatique de contenu, des avatars, des voix IA et désormais du coup des liens d'achat intégrés. Cet outil optimise également la diffusion des créations sur différents canaux tout en offrant un suivi de performance. C'est disponible gratuitement en 30 jours et ça va permettre peut-être encore plus de démocratiser toutes les vidéos qu'on peut voir sur les formats short qui sont sous-titrés, qui vont du coup permettre l'achat intégré. Meta condamné à 797 millions d'euros d'amende pour des pratiques anticoncurrentielles. La Commission européenne vient d'infliger cette lourde amende à Meta pour des abus de position dominante. En liant sa marketplace à son réseau social Facebook et en imposant des conditions déloyales à ses concurrents, l'entreprise américaine a enfreint les règles de l'Union européenne en matière de concurrence. Picard a subi une cyberattaque touchant plus de 45 000 clients, exposant des informations telles que nom, prénom, coordonnées. Et pour le moment, il semblerait que les coordonnées bancaires soient pour le moment toujours sécurisées. Alors, l'entreprise a informé les clients concernés et a alerté la CNIL tout en les invitant à renforcer la sécurité de leur compte. Et j'ai l'impression que ça se répète chaque semaine avec ces failles chez les gros e-commerçants. Donc, faites attention, sortez protégés comme on dit. On dit même pas ça, on dit sortez couverts. Putain, merde. C'est ça, Adrien. Dans les années 90, je crois que c'était De Chavannes, là, dans Coucou, c'est nous, les refs de boomer.
Bon, bah ça y est, hein. Haul is released. Alors, qu'est-ce que c'est que Haul, Adrien? Bah, Haul, c'est la nouvelle fonctionnalité d'Amazon pour contrer Temu et Shein. Ça y est, ça a été lancé aux États-Unis il y a quelques jours, le 13 novembre exactement, et en version bêta. Alors, on y retrouve des produits de mode, de décoration, lifestyle, électronique et autres. Bah, tout est couvert par la garantie A to Z d'Amazon, avec des délais de livraison d'1 à 2 semaines. Et le tout, on vous l'avait déjà dit, à moins de $20. Et lorsque vous allez dessus, eh bien, ils ont une superbe baseline qui est « Say hello to crazy low prices ». Voilà, le monde va vraiment bien. Shopify a communiqué sur ses résultats du troisième trimestre. Alors, il y a des plus partout. Une croissance de la GMV de 24%, des revenus en hausse de 26%, 6 trimestres consécutifs de forte expansion. La communication autour de l'innovation avec l'expansion du Tap to Pay international, le lancement de Managed Market qui va permettre d'augmenter les ventes mondiales pour les marchands, l'expansion de Shopify POS. Pareil, on entend que dans le B2B, il y a une croissance exceptionnelle de 145%, tiens donc, et on communique sur certaines marques qui ont rejoint Shopify, Hens, On Running, Reebok ou Off-White notamment. Donc tout va bien chez Shopify. Les levées de fonds et les rachats de la semaine, Laetitia. Eh bien, nous avons Just qui vient de lever près de 8 millions d'euros pour augmenter le taux de conversion des retailers. Alors, pour augmenter le taux de conversion des retailers, ça c'est la promesse de Just. C'est le deuxième tour de table pour Just, petite start-up française qui va devenir grande. Yelp annonce l'acquisition de Repairpal, une plateforme de services automobiles pour $80 millions avec une finalisation prévue d'ici la fin de l'année. Cette opération vise à enrichir l'offre publicitaire de Yelp dans le secteur des services auto qui a généré $90 millions de revenus annuels au dernier trimestre. Et grâce à l'expertise de Repairpal en réparation et tarification, Yelp entend accélérer sa croissance dans ce segment en combinant son large public et ses compétences en SEO, SEM et IA. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec Le Bon Coin qui avait racheté La Centrale, c'est ça? En tout cas, voilà, ouais. Tu vois, ces annonces, ces petites annonces, tu regardes quels sont les secteurs qui marchent très bien et ensuite tu rachètes des acteurs du secteur. Polar vient d'annoncer une levée de fonds de $18 millions qui porte son total à 28,5 millions. Alors, cette dernière levée de fonds, eh bien, elle vise à soutenir des milliers de marques indépendantes dans leur croissance grâce à la data. En 3 ans, Polar a aidé plus de 3715 marchands dans 45 pays et avec des résultats très concrets comme une réduction de 20% des coûts d'acquisition clients et une augmentation de 30% des revenus email. Ce léger petit financement servira à développer des solutions d'automatisation avancées et à renforcer l'équipe. Et oui, ça va recruter. D'ici 2025, eh bien, Polar vise plus de 100 nouveaux employés. La news what the fuck de la semaine. Eh bien, écoute, Adrien, tu as entendu parler de ce drama qui se joue entre Back Market et Cdiscount? J'ai vu, mais j'ai pas du tout lu, donc je ne sais pas ce qui se passe. J'ai juste vu le titre de news. Alors, je vais t'expliquer. Ça secoue dans le milieu du reconditionné. Nous avons Back Market qui accuse Cdiscount de fraude à la TVA à hauteur de 500 millions d'euros. Donc, Back Market, pour rappel, c'est un peu le spécialiste français de la seconde main et ils viennent de dénoncer, juste la fin octobre, la concurrence déloyale d'un de ses concurrents, en l'occurrence l'enseigne de vente Cdiscount. Et donc, ça a été dénoncé auprès de la Direction générale des finances publiques dans un courrier envoyé à la DGFiP que BFM a pu consulter. Je n'ai pas pu le consulter, mais en tout cas, j'ai vérifié toutes mes sources. Back Market, je cite, suspecte que les smartphones reconditionnés mis en avant par la société Cdiscount sont issus de fraude à la TVA et estime le préjudice à 500 millions d'euros, donc le manque à gagner pour le fisc. Ces fraudes, alors on va passer un peu dans le modus operandi, seraient l'œuvre de vendeurs implantés en Europe et non en France via des sociétés écran ou domiciliés dans l'Union européenne. Et là, c'est la petite faille, ça leur permettrait de ne pas s'acquitter de la TVA auprès des plateformes e-commerce qui relaient leurs offres. Et donc, grâce à cette petite magouille ou bidouille ou arrangement, les vendeurs proposent des prix 20% plus bas que Amazon, Fnac ou Back Market. En effet, les seuls vendeurs domiciliés en Europe sont tenus de directement verser la TVA au fisc sur les produits vendus en France. Alors Back Market s'est un peu énervé, a reproché ça à Cdiscount, a envoyé un petit courrier bien salé. Cdiscount pour le moment et Back Market pour le moment ne communiquent pas. Et je te prédis que dans les prochaines semaines, c'est Cdiscount qui va porter plainte contre Back Market pour pratique déloyale où ils vont trouver une raison de contre-attaquer. Ou diffamation exactement. Ou que sais-je. En tout cas, suivez ça dans la saison 6 du podcast Le Café de l'e-commerce et dans les prochains épisodes.
La news inutile dont on s'en balèque. Adrien, quelle est-elle ? Eh bien, c'est le rachat d'un nom de domaine, un des plus anciens noms de domaine, chat.com, donc chat.com, qui a été racheté par OpenAI. On ne connaît pas le montant, mais il a été enregistré, donc il existe depuis 1996 et désormais, je l'ai testé tout à l'heure, quand tu tapes chat.com, tu vas sur ChatGPT, enfin sur OpenAI. La dernière fois qu'il avait été vendu, ce nom de domaine, il avait été vendu à 15,5 millions de dollars. Je ne sais pas trop combien aujourd'hui ils ont payé, mais bon, ils ont beaucoup de sous, donc ça n'a pas dû être un gros problème. Je ne sais pas s'ils vont tout rediriger, s'ils vont peut-être changer des choses, le nom. Quel intérêt d'acheter ce nom de domaine ? Je ne sais pas. Je suis très curieux de voir la suite. Comment est-ce qu'ils vont communiquer autour de ça ? Pareil, vous pouvez suivre les pérégrinations d'OpenAI dans les épisodes du podcast Le Café de l'e-commerce. Vox Populi, on a demandé à la communauté LCDE son avis. Et cette semaine, Adrien vous a posé une question qui est de saison, puisque là, ça y est, il va y avoir un très gros salon, Tech for Retail. Adrien, rappelle-nous la question et puis dis-nous un petit peu les résultats. Alors déjà, c'est la question qui a fait le plus réagir. Je crois que depuis le début de l'histoire du Vox Populi, on n'a jamais eu autant de réponses. Et on est d'accord que c'est absolument pas e-commerce. Et c'est la plus un peu random, un peu, je veux pas dire inutile, mais quand je te l'ai soumise la semaine dernière, tu m'as dit mais tu vas pas poster ça. Lucie, ça me fait marrer. Et donc la question est la suivante: quels goodies préférez-vous récupérer lors des salons professionnels? Et pour avoir été des deux côtés, celui qui ship des goodies ou celui qui doit en proposer, j'étais curieux de voir les réponses. Alors avant de donner les réponses, je vais te donner qu'est-ce que toi t'as. Alors je vais te donner toutes les propositions et tu vas me dire ce que tu as donné. Stylo et carnet, clé USB et trucs électroniques, tote bag en tissu, gourde et mug, objet anti-stress en mousse, peluche, autre ou pas de goodies, c'est pas écologique. Tu as répondu quoi, Laetitia? Moi j'ai répondu gourde et mug. Alors, j'ajoute une précision, je ne prends que des gourdes ou des mugs Stanley. Voilà, le reste je ne prends pas. Et ça, c'est sur les salons américains parce qu'en France, il n'y a pas d'argent. Personne ne va vous faire une Stanley Cup. Hein. Alors, j'aurais pu détourner la question en disant quel goodies préférez-vous récupérer ou envoyez-vous Adrien récupérer? Parce que dans ce cas-là, j'aurais coché pour toi. J'aurais coché peluche assurément. Et puis, c'est tout, quoi. Les autres trucs, t'es pas trop intéressé. Non, c'est pour les enfants. Voilà, exactement. On un petit peu après. Voilà, donc moi, j'ai choisi objet anti-stress en mousse et peluche. D'ailleurs, pourquoi ce choix était là? Parce que c'est les seules choses que je prends quand je les trouve sympas pour mon petit garçon. Et alors, les réponses, elles sont surprenantes. Alors déjà, pas très surprenant, 56% des personnes, on pouvait répondre à plusieurs choix. 56% des personnes ont répondu pas de goodies, c'est pas écologique. Et ensuite, on a en tête stylo et carnet 26%, 27%. J'aurais jamais dit que les stylos et carnets fonctionnent encore. Franchement, c'est le genre de truc, je touche même pas à ça. 20% clé USB, powerbank et adaptateur. 20% gourde et mug. 11% tote bag en tissu. 8% les peluches. 5% les objets anti-stress en mousse. Et autres 6%. Je suis curieux, j'aurais bien aimé savoir autres. Qu'est-ce qu'il y a dans autres? Est-ce que tu es surprise des résultats? Non, mais tu sais, là, la première réponse stylo et carnet, ça va aussi de pair avec ton autre sondage, parce que tu es sur une bonne tendance, là. Tu lances des sondages tous les matins. Sur la prise de notes. Il y a encore beaucoup de gens qui prennent beaucoup de notes sur un carnet et un papier. Et puis, quand même, parfois, il y a des carnets de qualité. Alors, surtout les éditeurs américains qui nous fournissent des Moleskine, plutôt beaux. Bon, parfois, t'as le logo qui est carrément incrusté, mais moi, je comprends. Et après, pour revenir sur les peluches et toutes ces choses-là que j'envoie, où je demande à Adrien de prendre, c'est parce que nous, on parcourt beaucoup de salons internationaux et je vous assure que l'écologie, ils en ont rien à faire et qu'ils vous proposent des vrais goodies de qualité. Je sais même pas si on appelle ça des goodies, quoi. C'est limite des produits, non, mais quoi. C'est des vrais cadeaux, voilà, quoi. C'est ça, c'est des vrais cadeaux. Non, mais attends, sur Shoptalk, tu peux le dire, t'as un espace où il y a que des cadeaux. Avec des marques. Vraies marques. Voilà, c'est ça, des vraies marques. Et on fait notre shopping, on est comme dans là, t'es dans vraiment, une boutique. tu chopes like un milliardaire, quoi. Tu te balades et tu prends tout ce que tu veux. Oui, mais c'est des marques de qualité, on n'est pas sur du truc pourri, quoi. Donc voilà. Bon, et après, sur le côté pas de goodies, c'est pas écologique, oui, c'est vrai. Mais comme l'a dit Adrien, on a été des deux côtés, nous, ceux qui ship et ceux qui produisent des goodies. Et malheureusement, écoutez, les gens sont très attachés aux goodies et ça fait toujours son petit effet. Alors moi j'aime bien WhatsApp parce que du coup on est entre nous et puis on dit la vérité. Alors je dis pas que les gens disent pas la vérité, mais j'ai posé le même sondage sur LinkedIn et là les résultats étaient différents. C'est pour ça que je vais même pas les prendre en compte. Tu avais genre 90% du non c'est pas écologique donc je me sers pas. On les connaît les mythos de LinkedIn. Donc c'est voilà. Les mêmes qui font des MRR à 125 millions et tout ça. Ouais, c'est bon. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant.
Laetitia, il s'est passé quoi cette semaine? Eh bien, cette semaine, pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'on prépare plein de choses. Je ne vais pas vous parler du mois de novembre. Je laisse la primeur à Adrien de vous parler de tout ce qui se passe là-bas sur la dernière quinzaine de novembre. En revanche, moi, je vais vous parler de décembre. Décembre, vous le savez, le Café de l'e-commerce a instauré il y a désormais presque 6 saisons le fameux calendrier de l'Avent de l'e-commerce. D'habitude, c'était Adrien et moi-même qui nominions des gens. Et puis tous les jours, vous découvriez, principalement sur LinkedIn, quelle était la personne que nous mettions à l'honneur et que nous décidions de remercier. Eh bien, cette année, nous avons décidé de vous donner la parole. Donc, c'est à vous, cher public, chers auditeurs et auditrices, eh bien, de nominer qui vous voulez. Une association, une personne, une société, une publicité, que sais-je, une agence. Vous avez envie de la mettre en lumière pour ce mois un peu béni du mois de décembre. Eh bien, répondez à ce formulaire. C'est très rapide. En moins d'1 minute, vous avez juste à nous dire qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et on s'occupe du reste. Et donc, qui dit calendrier de l'Avent dit, à un moment donné, il va falloir fêter Noël. Et on vous propose de fêter Noël tous ensemble, ou en tout cas de fêter cette fin d'année, le mardi 17 décembre. Je vous mettrai le lien aussi à l'occasion d'un petit apéro. Rien de bien foufou, on se retrouve entre nous et ça va être sympa pour fêter cette fin d'année, car je crois que nous l'avons tous et toutes bien mérité. Et toi, Adrien, de ton côté? De mon côté, on a lancé le canal, un nouveau canal dans le groupe WhatsApp, le canal qu'on a appelé Source, je crois, ou Lien. Où on poste tous les liens. Donc, si vous souhaitez avoir un seul endroit où vous avez le récap par WhatsApp, participer à la communauté également pour avoir les sources de l'épisode, on l'a mis à disposition pour tout le monde. Autre chose, on a mis en place un apéro le 26 novembre prochain. Ça fait beaucoup d'apéros là. Mais en fait, pendant Tech for Retail à 17h. Donc, c'est la fin du premier jour, le mardi à 17h. On vous donne rendez-vous sur le stand. Je crois que c'est E77. Je sais plus quel stand. Vous avez toutes les infos. On vous mettra les infos ici. Donc, vous les retrouvez en ligne. Débrouillez-vous si vous voulez les trouver. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, Adrien vous dit, je vous invite, mais débrouillez-vous. Bon, il y a une page LinkedIn. Suivez-nous. Et en fait, on voulait inviter tout le monde. Il y aura assez de champagne pour tout le monde. On le fait sur le stand d'Adobe. Alors, j'ai les infos. Je vais préciser. Donc, c'est le mardi 26 novembre à partir de 17h sur le stand E77. Et effectivement, c'est co-organisé par Café de l'e-commerce, par Adobe, par OneStock et Stripe. C'est ouvert à toutes et à tous. On a déjà une trentaine d'inscrits. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait tellement de monde que les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe et qu'on nous demande de disperser la foule. Donc, venez nombreux. Ça avait bien fonctionné l'année dernière et j'ai comme un bon pressentiment. Et puis, il y a un super groupe, un groupe très, très actif WhatsApp. On a fait un sous-groupe Tech for Retail. Il y a plus de 150 personnes. Il est très actif et je pense que ça va être chaud bouillant quand ça sera pendant Tech for Retail avec des photos, des recos, etc. Et dernière chose, Laetitia, on a fait une grosse annonce d'un autre projet sur lequel on travaille depuis des mois. Laetitia, tu veux nous en dire plus? Eh bien, c'est le projet B2B, Brands to Buyers. C'est l'événement que nous avons créé pour rassembler la communauté B2B commerce. Et le premier événement aura lieu le 12 décembre prochain à Paris. Ça se passera en fin de journée, 17h, 21h. Oui, il y a plein d'autres événements autour du B-commerce, mais nous, notre promesse est de faire ça différemment. Allez juste déjà sur le site, vous verrez, écoutez, ça tient sa promesse d'un point de vue DA. Et on remercie Émilie au passage pour la super DA. Au programme, eh bien, on va parler de B2B commerce. On a fait venir des speakers de folie, parmi lesquels le Safre, autodistribution. On a fait venir un king du ring du B2B depuis le Québec, et puis plein d'autres cas clients qui nous feront l'honneur de partager leurs préoccupations, mais aussi leurs success stories autour du B2B. Pareil, on vous met le lien d'inscription. Ce sera aussi dans le nouveau groupe qu'Adrien a créé. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, cette semaine, ça y est, tu as reçu ta nouvelle Bible, elle est sur ta table de chevet, elle est déjà annotée et tu vas nous en parler. Et oui, il s'agit du Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce. Donc c'est le Gartner qui lance son rapport annuel des solutions e-commerce. Et donc, il passe, la promesse, c'est de passer en revue l'ensemble des plateformes e-commerce du marché, plutôt grand compte, même grand compte ou mid-market et grand compte, et de nous donner un petit peu son résultat de cette analyse. Alors,
l'axe, Gartner, c'est facile, le visuel il est très facile. T'as un axe avec la complétude de la vision et l'autre sur la capacité à exécuter. Et le but du jeu, c'est de terminer tout en haut à droite. En haut à droite, t'es le winner, en bas à gauche, t'es le loser. Et qui sont les winners, alors qu'on appelle les leaders chez Gartner? Tu as les usual suspects, les mêmes que d'habitude. Salesforce, Commerce Tools, Adobe, SAP, Shopify, Spryker. T'as l'impression que tout le monde a gagné. En challenger, je trouve que c'est la pire des places parce que ça signifie que tu as une bonne idée mais t'es pas capable de la réaliser. T'es pas capable de la réaliser. Tu as BigCommerce, Kibo et Vtex. Les visionnaires, en général, c'est là qu'on trouve les pépites innovantes, les startups. Et en fait, il y a 0 startup, c'est des boîtes qui ont au moins 20 ans. HCL Software et Oro. Et enfin, niche player, c'est la poubelle. C'est là où tu vas mettre. Alors, poubelle, c'est peut-être méchant, mais en tout cas, c'est là où tu vas mettre tout le reste. Tu as du Elastic Pass, Shopware, Liveray, etc., Sana Commerce, etc. T'as plein d'acteurs, t'as tout le reste en fait, ils ont mis là-dedans. Bon, Adrien, est-ce qu'on pourrait avoir ta petite analyse? Eh bien, mon analyse, elle tient en un mot que tu vas aimer, c'est boring. Alors, pourquoi boring? Alors c'est pas tellement que il manque quelque chose. Déjà, c'est boring à souhait, la bonne expression. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas tellement que je suis blasé, peut-être, mais d'abord je vais prendre un petit pas et ok, on sait que Gartner c'est plus aussi prestigieux qu'il y a quelques années, qu'on le regarde pas, etc., si vous voulez. Mais cela dit, moi ça a baigné mon enfance, donc je continue à le regarder et à le lire. Pourquoi je dis boring du rapport? Il y a pas mal de choses qui m'ont déplu. La première chose, c'est le focus trop important qui est donné aux leaders déjà établis. J'aurais aimé avoir des nouvelles pépites ou en tout cas avoir un axe qui me permette de découvrir des nouvelles solutions qui sont en train de faire des choses innovantes. La deuxième chose qui m'a beaucoup déçu, c'est So 90s. Enfin, tu vois ce rapport et tu te dis, c'est typiquement le genre de rapport qu'on voyait dans les années 90. J'ai pas du tout l'impression. T'aimes bien les années 90. J'adore les années 90, mais alors en l'occurrence, eux, ils ont pas du tout. J'aime bien les 90 dans le côté rétro. On a fait la boucle, on a innové et on revient en arrière. Là, ils sont restés bloqués. Ils ont dans les critères, on parle pas du tout. Par exemple, de green commerce, si je veux faire, tu vois, je veux parler de sujets d'actualité ou simplement même de Gen AI. Ils parlent pas d'IA. J'ai vu l'occurrence quelques fois à peine mentionné. Tu es en train de m'expliquer quel est l'état des lieux des plateformes e-commerce et tu regardes pas, c'est pas du tout un critère ou c'est pas quelque chose qui est important, alors que à mon sens c'est en train de révolutionner complètement la manière dont on va vendre notamment. Gros déséquilibre régional, c'est clair qu'ils veulent se présenter comme un rapport mondial, mais en fait il y en a que pour l'Europe et les US. Alors ça tombe bien parce que ça nous concerne, mais t'habites en Amérique du Sud ou en Asie, laisse tomber, le rapport il n'est pas du tout intéressant, pertinent pour toi. Tu parlais de l'événement B2B qui nous tient très à cœur. Là j'ai envie de dire le B2B est marginalisé. Comment est-ce possible de mettre sur le même plan des solutions qui font du B2C, du B2B, du B2C et du B2B et notamment ta New Order ou Intershop par exemple qui ont simplement été exclus du rapport parce qu'ils répondaient pas aux critères. T'as Sana Commerce qui est une superbe solution B2B qui se retrouve en bas à gauche comme les cancres alors qu'ils ont une super solution, c'est juste qu'ils sont focalisés sur le B2B. Donc tu peux avoir une vision très simplifiée du rapport et qui te donne malheureusement pas toutes les réponses. L'avantage c'est que c'est quelque chose de simple donc c'est facile à voir. Autre chose qui m'a rendu ouf, Laetitia, omnicanal. On n'en parle pas du tout. Comment tu peux t'appeler Digital Commerce et ne pas parler d'omnicanal d'Unified Retail? Je l'ai vu 8 fois ou 9 fois mentionné. C'est juste du carton rouge. On s'en fout des magasins? Non, c'est carton rouge. Mélanger B2C, B2B, mélanger toutes les régions, ne pas mentionner omnicanal. Franchement, faute professionnelle. Le composable, on en parle, mais sans position claire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire que Salesforce soit monolithe? Et en fait, je trouve aussi, c'est un peu, j'ai l'impression que tu prends pas trop de position et donc du coup, tu déplais pas. Je sais pas. J'ai pas trop aimé le manque de position en expliquant est-ce que le marché va dans cette direction? Est-ce que le marché a besoin d'avoir des solutions qui communiquent plus? Prends position, Gartner, parce que tu es censé nous dire où va le marché. Et ça m'amène peut-être à la conclusion de la conclusion. C'est de dire que, on ne parle pas du tout d'écosystème. Shopify est le meilleur exemple, mais toutes sont des bons exemples. Tu as Shopify, tu as l'écosystème. Et l'écosystème, il est extrêmement puissant chez Shopify et le fait de le sous-évaluer ou de pas assez le mettre en avant, je trouve que ça dessert certains acteurs. J'aurais aimé que ce rapport, parce que Forrester le fait bien, nous explique quelles sont les tendances du marché, qu'est-ce qui a changé ces 18 derniers mois, dans quelle direction va le marché. On parlait de blockchain il y a quelques années, on n'en parle plus du tout dans le rapport. Est-ce que l'IA c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Et non, il se cantonne à faire une analyse. T'as l'impression que c'est des gros geekos qui sont derrière leur spreadsheet, qui ont fait l'analyse et qui t'ont pondu le rapport. Donc t'as aucune analyse du marché
marché, des tendances, peut-être des mouvements ou des rapports de force entre les différents acteurs, et quels sont ceux. Et en plus, c'est une vision statique, ce rapport. Il te dit pas dans quelle direction vont certains acteurs qui sont en train de s'améliorer ou justement qui sont sur la pente descendante. Et on ne met même pas en cause non plus la réputation ou peut-être certains autres aspects qu'on pourrait mettre comme critères. En conclusion, un peu déçu. T'es pas content. Bah non, je suis pas content. Voilà. Carton rouge sur la méthode, le contenu. Ouais, non, franchement, passer, il n'y a rien à voir. En fait, regardez le visuel et merci, au revoir. Et boring, c'est vraiment le nom le mot qui Donc résume. tu le l'aurais jamais mis en reco micro, on est d'accord. Bah, c'est pas une reco et franchement, je suis triste et vous savez qu'à chaque fois que je vous en parle, donc non, on va voir si Gartner fait un meilleur boulot parce qu'en général, les deux se tirent la bourre. Quand il y en a un qui sort, l'autre sort quelques semaines après. Donc on suivra ça. Forrester, parce que là, tu parles du Gartner. Ouais, donc le Gartner, c'est nul, mais en général, dans quelques semaines, Forrester, il contre-attaque avec leur. On parle de rapport, Forrester, la contre-attaque de Forrester. Exactement. Dans pas longtemps. Nouvelle rubrique, parce que nous, par contre, on sait innover, on est en 2024 et on se remet constamment en question. Vous avez été très nombreux à vouloir parler politique, à vouloir écouter Laetitia parler politique, et donc, on lance une nouvelle rubrique. Alors, tu t'es foutu de ma gueule quand j'ai donné ce nom de rubrique et tu me dis non, géotech. C'était pas ça. Non, c'est pas du tout ce que tu as dit. Tech commerce, c'est vrai, ce qui n'a rien à voir. Voilà, tech commerce. Okay. On va parler de géographie et de la tech. De tech for retail. La tech autour de la géographie ou de la géologie peut-être. C'est la rubrique géotech. La géopolitique. La rubrique géopolitique. Oh là là. Le sens de l'humour a disparu quand on parle de ta rubrique. Je sens que t'es sous pression. Géotech, la rubrique qui met en perspective géopolitique et tech et e-commerce. Et parfois, non. Parfois. Ouais. Bah, mais non, mais tout est lié, exactement. Il va falloir encore une fois que je t'explique dans quel monde nous vivons, capitaliste et interconnecté. Bon, Adrien, je ne sais pas si tu l'as vu passer. J'espère que oui, j'espère que non. En même temps, comme ça me donnera un vrai prétexte pour cette rubrique et pour la porter comme il se doit. Et bien, la nomination d'Elon Musk par Donald Trump à la tête du nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Est-ce que tu l'as vu passer ? Tu sais pourquoi ça s'appelle Dodge, ouais. Bah attends, ça fait partie de mon truc. Je me tais. Non, je n'ai rien alors vu passer. On y va. Donc je ne sais pas. Dodge. Alors Dodge, explique-nous. Alors je sais même pas comment on dit, mais je pense que c'est Dodge. C'est Dodge, c'est ça. Bon, à la base, c'était une petite blague. C'est ce qu'on appelle les shitcoins, une monnaie. C'est une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie, c'est ça. C'était une blague. C'est le avec un chat. C'est un mème, un chat ou un chien, je crois. C'était n'importe quoi. Et depuis le début, depuis quelques années, Elon Musk adore troller sur cette monnaie. Donc du coup, il y a une volatilité de malade où elle prend de la valeur sans aucune raison. Et le clin d'œil qui a été fait plus ces derniers temps. Et justement, le clin d'œil qui a été fait, le fait que Elon Musk passe, peut-être que tu en parleras, mais que ce gouvernement est très pro crypto, et il a nommé du coup son département en Dodge, ça a fait complètement enflammer cette crypto de nouveau. Eh ben, tu as très bien résumé. Alors, il y a d'autres cryptos qui aussi se sont enflammés. En tout cas, depuis l'élection, on voit le cours de la bourse et le cours des cryptos. Je suis pas une experte, mais Adrien, je crois que c'est du jamais vu, quasiment. On atteint les plus hauts historiques. Ça relève un peu, de l'inédit. On va dire ça comme ça. Bon, alors Trump, il est arrivé chez Dodge. On l'attend au tournant. Il doit rendre toutes ses analyses avant le 4 juillet 2025. Pourquoi ? Parce que c'est la fête nationale aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'est que Dodge, en fait ? Dodge a pour objectif de démanteler la bureaucratie. Ça, c'est mon interprétation. La réalité, c'est plus qu'on va voir notre ami Elon Musk comme un cost killer. Il va les fouiner, il va dire ça c'est pas rentable, ça c'est pas rentable. Et comme il l'a fait pour Twitter quand il est arrivé à la tête du réseau social en 2022, il va peut-être proposer des licenciements. Enfin, proposer. Est-ce que ce mec propose des choses? En tout cas, il va avancer haut et fort et taper du poing le fait qu'il va falloir peut-être supprimer. Et quand on dit supprimer, quand on est Elon Musk, c'est plutôt purger. Pour rappel, quand il est arrivé chez Twitter, il a supprimé 80% des salariés. Alors, la méthode Musk, on la connaît. On sait aussi que autour de Donald Trump et notamment de son colistier, on a des gens qui sont anti-bureaucratie, peut-être même démocratie, à voir. Et puis, ils ont des figures de proue, des petites inspirations comme si, par-ci, par-là. On pourrait citer le Hongrois Viktor Orban, qui a déjà mis en place un certain nombre de choses qui plaisent notamment à Donald Trump, et puis aussi le président argentin Javier Milei, qui lui-même a été élu sur la promesse de licencier 70 000 fonctionnaires. Donc voilà parmi les icônes des dirigeants américains qui vont entrer au pouvoir en janvier 2025. Tu l'as dit, c'est un gouvernement qui est très orienté crypto-monnaie. Tout ça a fait monter le cours de la bourse et le cours des crypto-monnaies. Les petites préoccupations qu'on peut avoir, c'est que quand on a un cost killer à la tête d'un pays et qui là vient vraiment d'institutionnaliser ses idées, c'est que vraiment là on va se diriger vers quelque chose qui va pas être très sympathique. En tout cas pour les salariés
les fonctionnaires, alors c'est pas des salariés, mais en tout cas les fonctionnaires, et quel message ça renvoie de l'idée de la démocratie. Voilà, c'était ma petite analyse. Adrien, tu veux rebondir peut-être sur Doge et peut-être tes ressentis sur la crypto-monnaie de tout ça? Écoute, à l'image un petit peu de ce qui s'était passé il y a 8 ans, je crois, la cryptosphère s'enflamme, tout le monde est comme, tout le monde regarde ça. En général, de toute façon, ce qu'on dit, c'est que quand les médias mainstream commencent à parler de ça, c'est déjà trop tard pour investir. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est plutôt les gens en dehors de ce milieu, comment est-ce qu'ils ont réagi. Alors, c'était quoi le public? Il a réagi comment, Laetitia? Le public, moi je vais me concentrer sur les Français qui ont toujours quelque chose à raconter. Tu sais, on est tous devenus un peu géopolitologues et spécialistes de l'actualité américaine. Surtout Valérie Pécresse qui a réagi en disant « Enfin un comité de la hache anti-bureaucratique, j'en ai rêvé et Elon Musk va le faire. » Complètement perché la valoche. Et puis là c'est un petit peu plus problématique, hein, notre ministre de la fonction publique qui lui-même a suscité beaucoup de réactions après son petit tweet qui félicite Elon Musk d'avoir accepté et avoir pris à bras le corps ce challenge de la bureaucratie. Il a maintenu ce matin, je vérifiais, en disant non, mais en fait je vois pas pourquoi c'est problématique. Je soutiens encore ce que j'ai dit et j'espère qu'Elon Musk va partager les bonnes pratiques avec le reste du monde et notamment avec la France. Voilà, on est vraiment dans une super ère politique et géopolitique. Alors, tu le disais tout à l'heure, quel impact ça va avoir? Pour le moment, sur la tech, les résultats sont plutôt... l'élection de Donald Trump est plutôt bien perçue. Tu vois, on n'a pas eu cette vague de personnes très secouées. Au contraire, la Silicon Valley se porte plutôt optimiste et bien. Merci beaucoup Laetitia pour cette première. Alors ça sera peut-être le prochain Vox Populi. Est-ce qu'on garde ou pas la rubrique? Allez, on va la garder parce que tu sembles je m'en fous, je la garde, je suis chez moi, voilà. Je fais ce que je veux. Tu fais ton Elon Musk, c'est ton émission, c'est ton territoire, c'est bien. Exactement. Tu me baïonnes, t'as la majorité du Congrès, donc écoute, tu fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Marketing Focus, la campagne de la semaine, Laetitia, quelle est-elle? Eh bien, c'est plusieurs campagnes. La première, c'est le guide du Black Friday by Cider. Rappelez-vous, on avait fait il y a quelques épisodes le crash test de Cider. Cider, pour vous la faire courte, c'est une plateforme américaine qui vend à peu près la même chose que Shein et Temu, avec des prix un petit peu plus américains. Bref, c'est de la fast fashion, de l'ultra fast fashion. Et depuis qu'on avait fait le crash test, j'étais toujours abonnée aux newsletters. Et c'est rigolo parce que dans la dernière newsletter que j'ai reçue il y a quelques jours, je vois un calendrier qui commence à partir du 12 novembre et qui court jusqu'au 2 décembre. Et c'est toutes les promotions par catégorie. Donc en gros, Cider nous dit il y a 3 semaines de surconsommation qui arrivent. La semaine, tel jour, ça va être le focus sur les robes. L'autre, ça va être focus sur les articles de maison. Je vous promets des réductions allant jusqu'à 70%. Alors moi, ma première réaction, c'est les gens sont complètement what the fuck parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre de calendrier? Ma deuxième réaction a été putain, ils sont quand même assez ingénieux parce que finalement, moi j'ai jeté un coup d'œil et s'il y a quelque chose qui va me marquer, tout est dans un calendrier et moi mon esprit il fonctionne beaucoup avec les calendriers. Ouais, ça va pas louper. Je me suis dit ah oui tiens telle date, peut-être que j'irai voir. Mais quand même 3 semaines de surconsommation, il est bien loin le temps du Black Friday qui durait juste un vendredi matin et se terminait à minuit. Merci Laetitia, tu avais autre chose encore en campagne? J'ai autre chose et cette fois-ci c'est un petit peu plus responsable, un petit peu plus éco-responsable. C'est Vestiaire Collectif Cocorico qui a décidé d'enrôler des influenceurs dans sa lutte contre la fast fashion. Donc d'un côté on en a un qui nous dit allez-y surconsommer et là on en a un autre qui nous dit bon allez on va prendre le sujet à bras le corps. Vestiaire Collectif a donc recruté des influenceurs européens, lesquels pendant 6 mois vont travailler principalement sur le thème de la fast fashion et sensibiliser leur audience. Alors rappelez-vous, Vestiaire Collective, ils ont déjà banni certaines marques de leur plateforme. On se souvient aussi de leur grande communication anti-fast fashion. Là, c'est un pas de plus franchi contre l'ultra-consommation. Et Laetitia, tu avais une 3e campagne pour nous cette semaine? C'est une 3e campagne menée par TikTok. Adrien, si je te dis Q1, Q2, Q3, Q4, tu me dis que c'est quoi? Les trimestres, j'en sais rien. Les trimestres. Oui, c'est ça. Mais il n'en manquerait pas un par hasard. Tu connais le Q5? Non. Le Q5, TikTok l'a inventé. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Le Q5, c'est quoi? C'est la période entre Noël et Nouvel An. Tu sais, ce petit temps mou où finalement on est à la maison, on fout rien du tout, à part scroller. Scroller quoi? Scroller des choses sur TikTok. TikTok vient de
un petit peu marketer cette période entre Noël et Nouvel An, qui est souvent négligée par les annonceurs, mais qui offre, d'après TikTok, des opportunités uniques. Ils ont fait un livre blanc sur le sujet, et bien pour que vous, marketeurs, vous soyez sensibilisés et que vous puissiez planifier des campagnes dans cette période complètement creuse. Est-ce que c'est what the fuck? Je vous invite à aller regarder et à nous dire en commentaire ce que vous inspire ce fameux Q5. Café du cœur. Le Café du cœur, c'est la rubrique où on met en avant une personne qui a besoin d'aide et qui fait appel à la communauté pour l'aider. On lui donne beaucoup de courage et on lui donne de la visibilité à notre manière. Laetitia, qui est-ce qu'on met en avant aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on met Maria Spiridonova en lumière. Maria, elle recherche un poste en stratégie de communication. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine. Elle est disponible immédiatement dans Paris ou sa proche banlieue. Elle a un CV vraiment remarquable. Alors la petite histoire, c'est que Maria, elle aurait dû être embauchée et finalement son employeur lui a un peu mise à l'envers pour une histoire assez sombre de visa. Et si vous êtes un petit peu plus, on va dire, malin ou en tout cas intelligent que ce fameux employeur que je ne connais absolument pas, eh bien allez-y, vraiment, on vous la recommande chaleureusement. Comme d'habitude, on vous met son lien LinkedIn en description. Merci beaucoup, Maria. Bon courage à toi. Reco Micro, fait notre reco, écoutez-la illico presto. Vous pouvez retrouver toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description et promis, on va trouver une solution pour que ce ne soit plus sur Notion, mais peut-être enfin sur notre site ou sur notre groupe WhatsApp. Tiens, il n'y a pas assez de groupes. La reco de la semaine, Adrien, quelle est-elle? C'est une reco qui nous a été proposée sur le groupe WhatsApp justement par c'est Emmanuel, je crois, c'est ça, qui nous propose Ollama. Et Ollama, c'est quoi? C'est un projet open source qui sert de plateforme très puissante pour exécuter des LLM sur sa machine locale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vas télécharger un logiciel, tu vas le lancer. Alors moi, j'utilise Windows, mais sur Mac, ça marche aussi. Tu le télécharges, ça te télécharge également les modèles de langage. Ça prend un peu de temps. Et puis ensuite, quand tu prends ton avion, quand tu es déconnecté, et ben tu vas pouvoir utiliser les chats GPT, quoi. C'est un peu plus lent, c'est peut-être moins, c'est certainement moins riche, mais en tout cas, ça dépanne pas mal et c'est pratique. Et en termes de partage de données également, c'est assez intéressant. Alors pour la petite histoire, moi, j'utilise GPT-4 All, donc GPT-4 All, mais il me semble que Ollama, la recommandation qui a été faite par Emmanuel, elle me semble plus aboutie et plus avancée. Donc voilà, si vous voulez tester ou vous amuser, téléchargez Ollama. Panier surprise, eh bien ça y est, c'est la fin de l'émission et on relâche la pression. La vie c'est comme un panier surprise et ce qui est sûr c'est que déjà on sait pas sur quoi on tombe et qu'ensuite eh bien on se marre. Et Adrien est toujours le maître du jeu et cette fois-ci il a prévu un jeu que je connais pas qui s'appelle Pot pourri de jeu. Mais en fait c'est pas un jeu, j'ai brainstormé sur plein de jeux, mais comme on a plus le temps, va falloir que tu choisisses. Alors on est pressé. Bah oui. La réalité c'est qu'on a un meeting qui aurait dû commencer il y a 5 minutes et on est là à faire les guignols et à faire des jeux n'importe quoi. Est-ce qu'on fait le jeu Buzz Battle? Est-ce qu'on fait le jeu 0 en héros? Est-ce qu'on fait le jeu Légérie, que tu connais, ou le jeu sans modération? Buzz Battle, je connais pas, on l'a déjà fait? Non, les deux premiers sont des nouveaux que j'ai inventés. Ah, vas-y, Buzz Battle. Alors, allez. Buzz Battle, il faut que tu devines. Alors, je me suis amusé à regarder les tendances sur Google Trends parce que c'est souvent repris dans les rapports et vous savez que ça me fait marrer. Je suis cynique. Et que tu me dises lequel de ces deux mots buzz le plus et le plus populaire. Je vais commencer par un exemple très simple parce que ça, c'était un débat qu'on avait sans fin et on l'a toujours. E-commerce écrit en un mot ou e-commerce? À ton avis, lequel est le plus Attends, utilisé? en français, on est d'accord, hein? C'est le niveau global. C'est vrai que j'aurais pu français, mais ça change pas grand-chose. Ah, non, parce qu'en français, il y a un tiret. Et d'ailleurs, nous, le café de l'e-commerce. Et e-commerce, écoute, niveau global, il y a pas de tiret. Eh bien, c'est très bien. Et le rapport est de 1 à 2. Donc, e-commerce sans tiret est 2 fois plus populaire que le normal. J'ai repris du coup maintenant des termes qui étaient dans l'épisode d'aujourd'hui. Entre Blue Sky et Threads, lequel est le plus utilisé? Attends. Là, sur les derniers jours, donc sur l'année, sur les 12 derniers mois. Ah, sur 12 derniers mois. Oh putain, mais je l'ai dit. Faut que je me rappelle de mes chiffres. Threads. Eh bien non, c'est Blue Sky qui est un rapport 5 fois plus important que Threads. Et enfin, le dernier, je voulais tester le jeu si ça fonctionnait ou pas, entre Black Friday et Cyber Monday. Black Friday. Bravo, et c'est un rapport de 1 à 100. Donc Black Friday est 100 fois plus populaire à peu près que Cyber Monday. Les gens ne tapent pas tout simplement Cyber Monday. Et Single Day ou Single Day, je sais pas, j'aurais pu le comparer à Single Day également. Ah oui, là ça aurait été rigolo, Black Friday contre Single Day. Écoute, bravo. Validé ou pas le Buzz Battle? Ouais, j'aime bien. Okay. J'aime bien. Donc la prochaine fois, j'en ferai un petit peu plus. On fonce à la conclusion et tu découvriras 0 en héros la prochaine fois. On fonce parce qu'on est encore attendu. Voilà. Et écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 212, saison 6. Merci de participer
participer dans le groupe WhatsApp. Vraiment, c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on crée plein de nouveaux channels dans le groupe WhatsApp et qu'on crée des rubriques aussi. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien lâchez 5 étoiles, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Partagez-le. On vous dit rendez-vous à Tech for Retail et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Par rapport au ton là que tu as employé tout à l'heure, on peut déjà deviner ta couleur politique, Laetitia. Donc tu le vois comment? Ça va être la catastrophe là avec Trump et Musk qui vont faire n'importe quoi? Non mais moi je suis pas américaine déjà, mais bon, si j'étais américaine, je serais démocrate et je crois que j'aurais été Michelle Obama et j'aurais été présidente. Oui, mais c'est pas la question, non, c'est attends. Pas qui tu serais. La question c'est qu'est-ce que t'en penses, c'est ça la mégalo. Et tu serais sur CNN au lieu d'être sur TF1, on a bien compris. Mais voilà. Ah, on a pas parlé que je passe à la télé suisse. Ouais. Mais alors, ouais, CNN, bien sûr. Quoique CNN, bon. Non, par rapport à ce que tu as pu lire, là, les articles et les analystes, ce qu'ils en pensent, là, l'arrivée d'Elon Musk, ça va fonctionner. Twitter, c'est une chose, mais un pays, c'est autre chose. Tu penses qu'il va réussir? Un pays, c'est autre chose, sauf qu'il a eu de très bons résultats sur son dernier mandat. Donc finalement, tous les indicateurs sont au vert. Et on a l'impression que ceux qui un peu comme moi, qui ont peur pour la démocratie et toutes ces choses-là, c'est un peu les wokistes. En revanche, j'ai lu un truc que je vais partager d'ailleurs dans le café de l'e-commerce, c'est que les mesures que Trump envisage, tu sais, sur les douanes et notamment les importations, qu'il souhaite mieux réguler et augmenter les taxes sur les importations et surtout à destination des Chinois. Je lisais un article qui expliquait que ça allait faire baisser le pouvoir d'achat d'un certain nombre de foyers américains. Donc il y aura certainement des répercussions et puis du coup on sera encore dans un système à deux vitesses. Les plus riches vont s'enrichir et les plus pauvres vont s'appauvrir. Puis c'est malheureux, mais du coup tous les grands patrons, il faut qu'ils rentrent dans le rang, donc ils ont tous félicité, etc. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça, dans la tech, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que sur le premier mandat de Trump, c'était compliqué avec la tech. Mais là, tout le monde l'a félicité. Zuckerberg, là, il bronche pas. On l'a connu un petit peu plus, on va dire, contre le gouvernement, mais finalement, c'est assez lunaire tout ce qui se passe. On pourra en parler des heures, Adrien. I'm sorry, you're fired. Get out of here. You're fired. Get out of here. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired.